Allez, bonjour à toutes et à tous. Et du coup, on fait une des premières émissions de la nouvelle saison sur les travaux pratiques, chose qu'on répétera chaque semaine et aussi longtemps qu'il le faudra, par la répétition, toujours les mêmes machins. Vous allez vite vous rendre compte qu'on tourne en rond, etc., etc. Mais c'est malheureusement comme ça que les cerveaux humains apprennent et arrivent à mémoriser certaines fonctions complexes. Maintenant, niveau complexité, on n'est pas non plus sur des grandes études, etc. Donc, la quantité d'informations ici est largement assimilable par n'importe quel cerveau normalement constitué. Donc, à moins que vous ayez un QI d'huître, vous devriez être capable d'y arriver tôt ou tard. La question, c'est juste combien de temps vous allez tourner en rond à essayer de lutter avant de comprendre qu'il y a une façon d'avancer dans ce truc-là. Et évidemment, certains d'entre vous comprennent très vite, d'autres se morfondent à durée indéterminée, à chercher à donner du sens au chaos. Donc, je vous le rappelle encore une fois, il y a une énorme propension psychologique à l'apprentissage au trading qui fait que certains baissent les bras relativement vite par rapport à la compréhension du marché. Il n'y a rien à comprendre, et je vous le répète suffisamment pour que normalement vous le compreniez, mais vous allez refuser cette hypothèse. Vous allez continuer de penser qu'il y a un truc à comprendre, c'est juste que vous ne le comprenez pas tout de suite, mais vous continuez de chercher à comprendre. Et ça, c'est une perte de temps astronomique. Ce que vous devez chercher à comprendre, c'est la structure de la stratégie, pas le marché. Donc attention vraiment à ne pas perdre du temps sur les détails des règles de range qui ne fonctionnent pas. Le range, il y a énormément de chaos dans ces structures, et la stratégie que je vous apporte permet de cadrer 60-70% des ranges, 80 grand maximum. Ça veut dire qu'il y a quand même pratiquement un tiers, entre un tiers et un quart, de chaos dans le range. Et ça va vous rendre dingue. Et pourtant, il faut faire avec. Parce que la seule chose qui nous intéresse dans les ranges, c'est où est la seule portion de ce range où ce qui se passe fait du sens. Et ça, je vous l'ai dit, c'est tout un concept que je me suis fait chier à détruire, à construire depuis quelques années. C'est tout le délire que je vous ai mis autour de la troisième borne de range. C'est sans me vanter probablement un des trucs les plus intelligents que j'ai produits de ces dernières années. Parce que derrière, trader en tendance, etc., tout ça, bon, il y a tout un tas de stratégies qui ont structuré ce genre de trucs sous des formes plus ou moins efficaces pour être honnête, mais globalement, je suis loin d'être le seul à avoir formalisé la tendance de manière correcte. Donc là, je ne vais pas me jeter des fleurs, je n'ai fait ni plus ni moins que produire quelque chose que d'autres avaient produit sous d'autres formes. Par contre, là où je pense qu'il y a de la valeur ajoutée, c'est justement sur toute l'incertitude des ranges et tout ce travail éducatif que je vous construis depuis maintenant pas mal d'années autour de ces trucs-là. Et avec le recul de la formation, je peux clairement voir aujourd'hui que ça a produit de très bons effets et qu'en soi, c'était une hypothèse de travail au début. Les premiers à avoir utilisé ma stratégie il y a 5-6 ans, c'était des bêta-testeurs pour moi. Aujourd'hui, avec le recul, ces gars-là, je les ai formés, ils sont indépendants, et le processus cognitif qu'ils ont eu, qui les a amenés à ce qu'ils ont eu aujourd'hui, m'a conforté dans l'idée que c'était bien dans cet ordre-là qu'il fallait construire les pièces. Commencer par le plus chiant, le plus relou, le plus psychologique, pour qu'après, vous puissiez progresser de plus en plus vite. Mais toujours pareil, ces débuts et ces départs sont pleins de freins et de faux-semblants dans lesquels vous allez vous morfondre avec le plus grand plaisir et perdre un temps fou. Donc, le temps que vous allez perdre à maîtriser le range dépend principalement de vous. Parce que la quantité de trucs qu'il y a à apprendre, elle n'est pas si énorme que ça, elle est même en soi vraiment très mince. Mais c'est le fait que vous voulez absolument cadrer 100% du marché, parce que vous avez envie de le comprendre et de mettre tout dans des cases, que vous allez devenir fou quand on va tomber dans les 1/3 du temps ou les 1/4, dans lequel, malgré les règles que je vous ai produites, je ne peux pas faire mieux. Ok ? Il reste de toute façon 25% de merde qui seront des cas pratiques tellement rares qu'on ne peut pas nécessairement les cadrer. Parce que pour les cadrer, il faudrait que je vous rajoute le double de règles que celles qui existent. Et ça, je vous l'ai souvent dit, j'ai juste cherché dans une structure infiniment complexe une espèce de juste milieu entre la quantité d'informations que vous allez devoir ingérer, ok, par rapport à la plus-value que ça apporte dans la compréhension du range. Puisque je vous ai dit, la compréhension parfaite du range, c'est une asymptote. Enfin, c'est une asymptote, c'est l'infini, ça tend vers l'infini. Il n'y a pas de compréhension des ranges parce que c'est une structure infiniment chaotique.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour cadrer 75% des structures de range, je peux le faire avec quelques règles. Si je voulais augmenter ce cadrage à 85, il faudrait probablement doubler la quantité de ces règles. Si je voulais essayer de cadrer 90% des structures de range, il faudrait probablement doubler ce truc que j'ai déjà doublé. Vous commencez à comprendre qu'on part sur quelque chose au carré et qu'il n'y a pas de fin. En soi, si vous voulez cadrer tous les ranges, il vous faut une infinité de règles. Et il y a bien un moment donné où ces règles ont un effet destructif. Plus vous avez de règles, plus il y a de chances de faire n'importe quoi, parce que vous allez mélanger ces règles, etc. Mais une bulle n'a rien à voir avec un range. La bulle, c'est une structure de tendance qui sort du cadre de la tendance. Mais ça veut dire, on n'est pas du tout dans ces thématiques-là ce matin. Là, on fait du range. Donc là, c'est plus de dire, toutes les structures de range, il y en a une infinité. La structure que je vous apprends pour trader ces ranges, elle vous permet d'en trader une infime partie, mais elle vous permet de cadrer normalement à peu près 80% des structures de range. Et ça reste, quoi qu'il arrive, 20% de merdiers qui feront n'importe quoi autour de ça. D'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce postulat-là? C'est le point de départ de base. Donc, ce qu'il faut que vous appreniez, c'est les règles. Ce qu'il faut que vous travaillez, c'est répéter ces règles, pas chercher et vous focaliser spécifiquement sur les 20% de cas de figure dans lesquels ces règles ne permettent pas d'obtenir la réponse. Il y a toujours des cas de figure dans lesquels vous n'aurez pas cette réponse, point barre. Et il ne faut pas fantasmer sur ces conditions-là. Si vous avez respecté les règles que je vous apprends et qu'elles n'apportent pas la réponse que vous cherchez, la seule réponse qui reste, c'est je m'en fous. C'est du chaos. Ok? Si c'est trop chaotique, ça veut dire que de toute façon, il n'y a rien que vous puissiez exploiter. Mais si c'est trop chaotique, ça veut dire que tout ce que vous allez essayer de produire derrière comme jus de cerveau, ça ne va rien apporter de plus. La seule conclusion devra toujours être la même, c'est du chaos. Et vous ne devez pas chercher à y donner le moindre sens. Donc tout ce que vous allez essayer de produire derrière qui ne respecte plus les règles de la stratégie, mais qui est plus un biais de compréhension, c'est là que vous perdez un maximum de temps quand vous essayez d'apprendre à trader. Il y en a certains, ça fait 10 ans qu'ils essayent de donner du sens au marché. Ils n'ont jamais réussi. Et ils changent de stratégie tous les 4 matins, etc. etc. Ok? Donc ne faites jamais ça. C'est l'erreur number 1 du trading de range. Maintenant qu'on a fait le postulat, les règles. Donc, tout comme pour la tendance, il y a 4 règles de base qui vous permettent de structurer et de savoir si vous êtes sur le bon time frame de référence pour trader ce truc-là. En range, il y en a 2. C'est quoi? C'est quoi les 2 choses qu'on observe dans le range? Ayez pas peur de dire une connerie. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de sortir les 2. Alors, ça, ce sont les règles d'après. Mais c'est plus de dire, il y a entre guillemets 2 prérequis qui font que si vous commencez à essayer d'appliquer la pattern hors de ces prérequis, vous êtes dans la merde, mais vraiment dans la merde. Waouh, ah ouais, il y a pas mal d'incompréhension. Mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on fait ces émissions aussi. Je vous ai dit, je referai la vidéo sur la 3e borne de range en trading lesson parce que il y a effectivement pas mal d'incompréhension, mais c'est pas de votre faute, hein. Ça veut juste dire que d'un point de vue pédagogique, je peux faire mieux que ce que j'avais produit dans la première vidéo, et je m'empresserai donc de le faire dès que c'est possible. Non, alors ça n'a rien à voir avec les contextes, le price OK et tout ça. Ça, ce sont les règles de la pattern, c'est-à-dire ce sont les règles qui vous permettent d'identifier la zone spéculative dans laquelle vous allez appliquer la stratégie de range. Mais avant d'appliquer la stratégie de range, il y a 2 prérequis que vous ne pouvez pas éviter. Quels sont-ils? Cadre de range. Quelles sont les 2 règles prépondérantes obligatoires avant d'ouvrir vos boîtes de type range? Derrière, on a le range tendanciel, le range neutre,
la troisième borne en retard, le squeeze, bref, on verra qu'il y a plein de cas de figure, il y a plein de sous-patterns, mais avant d'ouvrir la case range dans votre tête et de dire je vais essayer de donner du sens à ce range, ok, précédé d'une tendance, c'est hyper important, ça c'est une des règles de base. Si vous essayez d'interpréter la structure d'un range, quel qu'il soit, s'il n'est pas précédé d'un mouvement directionnel, ça ne sert à rien. Donc, précédé d'une tendance, c'est la condition obligatoire pour essayer d'analyser un range. Et encore une fois, malgré ça, il y a toujours 20% des ranges que vous pourrez pas, que vous n'arriverez pas à analyser. Mais si vous commencez à analyser tous les ranges, ça ne fonctionne pas. Donc la première des règles, c'est de supprimer un maximum de ranges qui, eux, de toute façon, n'ont aucune gestion du risque exploitable. C'est juste du pur chaos, ils peuvent prendre n'importe quelle forme, ils veulent probablement généralement rien dire du tout sur le déplacement de la valeur, donc on s'en fout. Premier des trucs, une fucking tendance. C'est obligatoire. Règle number one. Vous ne voyez pas un mouvement tendanciel, je ne veux même pas vous voir chercher des troisièmes bornes ou essayer d'analyser quoi que ce soit de troisième borne, etc. Donc quand vous commencez en me disant retournement du contexte, etc., c'est que ça ne marche pas, vous n'avez pas compris. La base, c'est avant même de vous poser la question de ce que font les contextes, est-ce que vous voyez un mouvement directionnel? Oui, non. Si la réponse c'est non, eh ben c'est que ce n'est pas le bon time frame que vous regardez. Ça marche? Là, je parle d'exploiter les troisièmes bornes. Ça veut dire de les trader, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait si vous n'arrivez pas à valider cette règle-là? C'est-à-dire, votre marché, il est objectivement en range, c'est-à-dire les indications techniques qu'on regarde, type la moyenne, etc. Donc, la moyenne se trouve à l'intérieur des contextes, etc. Les prix semblent évoluer de contexte à contexte. D'accord? Donc là, je ne suis pas en tendance, donc je suis forcément en range. Mais est-ce que je vais trader ce range? Est-ce que je vais essayer de lui donner du sens? Non. D'accord? S'il n'est pas précédé d'une tendance, dans ce cas-là, dans l'arbre de décision, qu'est-ce que je fais? Je sais que je suis dans un range, oui, mais un range dont je n'ai rien à foutre. Je ne le traderai pas. La seule chose qui en résulte derrière, c'est que je vais compter le nombre de bornes. Et quand ce range sera mature, peut-être que j'aurai envie d'en trader le breakout, etc. Mais je ne vais pas chercher à spéculer à l'intérieur de ce range. Je ne lui donne pas de sens et il n'y aura pas de trading à réaliser dans ce range parce qu'il n'est pas précédé d'un mouvement directionnel. Ça va pour tout le monde? Si je vous ai perdu, il ne faut pas hésiter à le dire. Mais cette règle, elle est vraiment hyper importante. Si elle n'est pas remplie, ça ne veut pas dire que le marché n'est pas en range, ça veut juste dire que ce range, vous ne cherchez pas à lui donner du sens. Point barre. Vous lui comptez ses bornes et basta. Et une fois qu'il sera mature, on s'en servira en tendance, etc. Mais vous, dans la compréhension de la stratégie, ça s'arrête là. Pas de tendance, le marché hésite, donc il tape les bornes, terminé. Quoi qu'il se produira d'utile, c'est des trucs que je vous apprendrai après. Donc, au jour d'aujourd'hui, sachez vous arrêter. Comprenez que c'est une progression progressive et que du coup, vous apprendrez à exploiter ces contextes plus tard. Mais qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher à leur donner du sens. C'est la plus grosse des conneries. La seule chose que vous pouvez faire dans un range qui n'est pas précédé d'une tendance, c'est vous amuser à compter les bornes. C'est tout. Et à partir du moment où il y a 4 bornes et plus, le range est mature, donc quoi qu'il en résultera, ça ne peut être derrière que des stratégies en tendance, que vous ne savez pas encore faire. Pas toujours. Et non, parce que justement, deuxième règle, pas de range sur l'UT supérieur. On ne cherchera jamais à donner du sens à un range, même s'il est précédé d'une tendance. Donc dans l'ordre, en soi, c'est comme ça qu'il faut que vous raisonniez, d'accord? Si j'ai une tendance qui précède, ok?
Dans ce cas-là, je vérifie qu'il n'y ait pas de range sur l'UT supérieur, et après, j'obtiens deux choses, d'accord, de cette résultante. Attendez, je vais essayer de vous le faire joli avec des petites couleurs, d'accord. Donc, si jamais, effectivement, je vois que j'ai bien ma tendance, le deuxième élément que je vérifie avant même de chercher à regarder si les contextes sont renversés, etc., compter mes bornes, ok. Donc ça veut dire que je vais potentiellement pouvoir exploiter ce contexte, mais j'ai encore d'autres questions. D'accord? Ok, donc je me demande si j'ai un range du T+1, j'obtiens deux réponses, soit c'est non, soit c'est oui. Ok? Si j'ai oui aux deux, bah, qu'est-ce que je fais? J'applique mes règles de range. J'applique ma recherche de troisième borne, mon comptage, etc. Parce que la troisième borne, si elle ne s'est pas produite encore, elle va m'intéresser. Si elle s'est déjà produite, il faut que je sois capable de la positionner pour ne pas trader une cinquième borne, par exemple. Mais si la troisième borne s'est déjà produite, tant pis, vous ne l'avez pas tradé, mais vous avez fait votre job. Votre job, moi, je m'en fous que vous les tradiez, les troisièmes bornes. Sérieusement, je m'en bats les couilles. Mais le seul truc qui m'importe, c'est que vous soyez capable de les positionner sans douter et correctement. Parce qu'on s'en sert à mort, mais à mort. Quand vous arrivez à en voir une que vous allez pouvoir trader, c'est cool, c'est génial. Mais même si c'est trop tard, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de la visualiser, de me la noter, et d'être capable de le faire sans erreur, parce qu'ici, il y a très peu de règles. Donc normalement, on doit tous arriver aux mêmes conclusions. Il y a quelques petites erreurs que vous allez commettre au début, mais si vous répétez l'opération plein de fois, vous verrez que, hormis quelques cas spécifiques très rares où on n'arrive pas à se décider et on hésite, et où dans ce cas-là, on peut potentiellement être d'accord sur deux réponses différentes sans qu'on soit capable de réellement les départager, normalement, ces cas de figure sont extrêmement rares. La plupart du temps, on doit tous tomber sur la même réponse. Parce qu'on a mis en place un nombre de règles, d'accord, qui sont les règles d'identification du contexte. Mais avant d'identifier le contexte, donc retournement, etc., derrière, est-ce que j'ai une troisième borne tendancielle ou une troisième borne neutre, ou est-ce que j'ai rien du tout? Dans ce cas-là, le range se neutralise à plat et forme un squeeze. Toutes ces cas de figure spécifiques qu'on va essayer de traiter tout à l'heure si on a le temps. Mais avant même de les exploiter, si vous oubliez de passer par ces deux règles fondamentales, problème, ça ne marchera pas. Ok? Donc avant d'exploiter range tendanciel, range neutre ou toutes les autres formes de range en retard, de positionnement de la troisième borne en retard, si vous oubliez ce premier schéma décisionnel, ça ne marche pas. Oui, on peut faire des cas spécifiques après. Juste par rapport à ce niveau-là, tout le monde est OK? Donc, pas d'analyse, parce que si vous analysez sans respecter ces deux prérequis, vous allez analyser des ranges dont le niveau de KO est si élevé que vous allez probablement faire de la merde. Ça ne vous empêche pas de compter les bornes si vous voulez, mais en soi, ça vous servira à rien, parce que ces troisièmes bornes que vous allez éventuellement positionner, personne ne traite dedans. Elles n'ont pas de gestion du risque, elles sont juste purement aléatoires, elles peuvent se positionner n'importe comment, elles n'ont pas de sens et elles n'ont pas d'intérêt à proprement parler. Vous pouvez les noter, d'accord, parce qu'elles peuvent être intéressantes dans des stratégies en breakout ou etc. Ça vous servira plus tard, mais ne cherchez surtout pas à leur donner le moindre sens, parce que quoi qu'on en fasse, ça ne pourra se faire que dans les contextes de tendance, que vous ne savez pas encore exploiter. Et assurez-vous toujours de ne pas être dans le range du T supérieur. Ok? De range pas précédé d'une tendance, oui. Un actif qui n'a pas d'historique. Tu me prends n'importe lesquels, là, des biotech complètement pétés qui n'ont pas assez d'historique, et en soi, tu vois que ça tape des bornes de contexte, et il n'y a pas de tendance qui précède, puisque c'est un actif qui n'a pas assez d'historique. Ça, c'est un des cas de figure typiques. Voilà. La plupart du temps, hein, celui qui ne marchera pas, c'est ça. C'est que vous allez avoir des ranges sur plusieurs time frames, et si vous ne prenez pas le temps de dézoomer sur l'UT+1, ça va vous poser un gros problème. Voilà. Là, on fait l'exemple. Donc, ici, analyse très rapide. Okay, comment on définit très rapidement et visuellement le fait qu'on a un range? La moyenne est à l'intérieur des contextes, donc ça ne colle pas avec les scénarios de tendance. On a forcément un range ici. Ma valeur médiane, elle est tout près de ma valeur moyenne.
Bon, franchement, ça pue clairement le range. Ok, donc on est dans un range, donc on dézoome. Je vous rappelle, vous devez voir à peu près 20 à 25 boîtes de contexte pour avoir une vision assez globale dans la stratégie. Je ne regarde pas les prix, je m'en fous. Hein. La seule chose qui m'intéresse, c'est, puisque là j'ai potentiellement un range, est-ce que c'est précédé d'une tendance? D'accord? Donc là, soit je dézoome, je regarde s'il y a eu une tendance. A priori, oui. Ok. Donc, quel est le deuxième truc que je fais avant de faire quoi que ce soit d'autre? Ok, dans l'ordre. Donc, je regarde les indications qui me permettent d'orienter range ou tendance. Je vois que c'est pas tendance. Voilà, super. Ce réflexe, il faut que vous l'ayez obligatoirement. Ok, donc j'ai mon faisceau de présomption qui invalide les structures en tendance, donc c'est forcément du range, mais c'est pas pour autant que je vais tout de suite appliquer les retournements de contexte et tout ça, parce qu'il y a donc un choix au départ qui est 3 trucs. C'est soit j'ai une tendance, d'accord? Bon, ici on a vu que c'est pas le cas, donc là le choix tendance, on l'invalide. Le deuxième choix, c'est forcément j'ai un range, d'accord? Mais ce range, j'ai 2 choix dessous qui sont est-ce que je peux l'exploiter ou pas? Donc avant de faire ça, je vérifie qu'il soit précédé d'une tendance. Comme on l'a vu, ça c'est notre arbre décisionnel de tout à l'heure. Ici on a dit ok, on est précédé d'une tendance. La question étant donc est-ce que je suis ou pas à l'intérieur d'un range du T supérieur? Si je ne suis pas à l'intérieur d'un range du T supérieur, alors c'est parti, je vais appliquer mes contextes de range. Si je suis dans un range du T supérieur, désolé, hein, ça a du mal à dessiner, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je m'en bats les couilles, je vais sur l'UT supérieur pour analyser ma structure de range. Et je n'analyse pas dans ce cas-là l'UT 4 heures. Parce que si j'essaye d'analyser l'UT 4 heures, je casse les règles fondamentales et je suis en train d'essayer de donner du sens à un truc qui sera probablement chaotique. C'est pas la MM200, moi c'est la moyenne 20, mais 2 UT au-dessus. En gros, quand tu es en 4 heures, d'accord, c'est la moyenne 20 hebdomadaire. Si tu n'utilises pas mes indicateurs, tu mets une moyenne 20 hebdomadaire sur un contexte 4 heures et tu auras la même chose que moi. Ok, de toute façon, moi je vous donne mon grid, d'accord? Vous construisez soit le vôtre, soit vous utilisez le mien. Et si vous voulez programmer une moyenne 20 qui s'attaque obligatoirement à vos contextes, je peux vous donner l'algo. Oui, je dois l'avoir sur ça aussi. Voilà. Bon, après, il faut apprendre le PineScript, hein, d'accord? Vous aurez besoin de ça. Voilà. Res et res2. D'accord? Donc, res et res2, c'est-à-dire ça vous produit 2 variables. La variable res, c'est celle qui vous donne le canal de tendance. La variable res2, c'est celle qui vous donne le time frame du contexte. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent développer leurs propres outils. Hein. Voilà. Pour avoir une moyenne qui s'adaptera automatiquement. Ça fait que derrière, si tu changes de graphique, d'accord, la moyenne, elle s'adaptera toujours. Bon, voilà. Parenthèse. Du coup, on continue. Donc là, on a dit, la règle qui passe pas, c'est que par rapport à mon contexte de tendance, eh ben, c'est pas bon. Voilà. Pardon, par rapport à mon contexte de range du T supérieur, c'est pas bon. Parce que là, si je vais sur l'UT supérieur, ok, même chose, je vois un petit bout de tendance. Et ici, on est dans les contextes résistants, donc c'est ça le time frame de mon range. On est d'accord ? L'actif là que j'ai en face de moi, si je l'analysais en 4 heures, le niveau de chaos associé à l'application des règles était bien plus élevé que si j'applique ces mêmes règles en daily. Les règles que je vous apprends, là, de débordement du contexte, etc., Fibo 61, signal de tendance, elles doivent fonctionner dans un contexte. Si vous prenez ces mêmes règles et que vous les appliquez dans le contexte 4 heures, quelle est la probabilité que ces règles soient remplies? Est-ce que c'est plus probable que les règles soient remplies en 4 heures ou en daily? Ah bah non. Et non, réfléchissez. Plus le marché va vite. Et oui, en H4, d'accord,
il y a plus de chances de remplir les règles de vos contextes, type j'ai un signal baissier dans le contexte vendeur, etc., parce que c'est plus sensible. Le marché se déplace plus vite. Et la mise à jour des contextes est plus rapide. Et les signaux sont plus faciles à déclencher sur l'UT 4 heures. Raison pour laquelle, si vous appliquez la règle sur le 4 heures parce que vous avez enfreint la règle primordiale parmi les deux qu'on a citées, eh ben en soi, vous prenez plus de risques sans en avoir nécessairement conscience. Dans un contexte où, par définition, vous êtes supposé prendre le moins de risques possible. Parce que le plus haut niveau d'incertitude, on est dans des ranges, donc soyez vraiment protectionniste sur votre capital. Dans un range, on ne cherche pas vraiment à profiter du marché, mais juste à mesurer et à regarder ce qui se passe dans le seul endroit qui fait du sens, la troisième borne. Donc la troisième borne de ce graphique, c'est une troisième borne en daily. Donc c'est les signaux daily qui m'intéressent. Et si vous regardez quoi que ce soit en dessous du daily sur Atom, par exemple, ben vous analysez un truc qui n'a aucun sens. En tout cas, pas avec l'utilisation de ma stratégie. Les règles que je vous donne, elles doivent être appliquées sur le time frame de référence, qui est le daily et pas le 4 heures. Et attention à ne pas commettre cette erreur. Une erreur que vous faites très souvent, tout simplement parce qu'au lieu de vérifier vos deux règles avant de commencer à faire quoi que ce soit, vous vous focalisez tout de suite sur l'effet productif. Ok, c'est du range, elle est où la troisième borne? Non, trouve d'abord le bon time frame et après tu appliques les règles. Ok? Bon, aujourd'hui, vu qu'il est déjà 13h38, on ne va pas rentrer dans la mise en place des règles d'application, on va se les garder pour la semaine prochaine. Ok? Positionnement des troisièmes bornes et surtout donc toutes les troisièmes bornes en retard, c'est-à-dire celles que vous ne pourrez pas trader, mais que vous devez être capable d'identifier correctement pour qu'on puisse s'en servir plus tard en tendance. Non, 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 non. Ah non, tu passes pas du 4 heures à l'hebdomadaire. Tu passes là, mélange pas de trucs. Là, ce que tu mélanges, c'est le time frame de référence de la moyenne. D'accord? Mais quand je te parle d'UT supérieur, c'est de dire, quand tu regardes en 4 heures, tu montes juste d'un cran dans ton schéma, c'est tout. Tu étais en 4 heures, tu montes en daily, c'est tout. On verra après. Alors attends. Non, 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 non. Ce que tu mélanges là, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Ce que je te dis, c'est que le contexte, d'accord, le dessin du contexte, c'est-à-dire une boîte de contexte, c'est équivalent à une bougie 2 UT au-dessus. Ça veut dire que quand tu regardes un graphique daily, tes contextes se mettent à jour tous les mois. Quand tu regardes un graphique 15 minutes, tes contextes se mettent à jour toutes les 4 heures. Ça n'a rien à voir avec... Voilà, la grille de time frame, c'est un cran au-dessus, un cran en dessous. Je t'explique juste sur quel time frame fonctionne le truc. Ok? C'est deux choses différentes. C'est vrai que ça peut être mélangé dans vos têtes, et c'est normal. Tu vois, ce genre de questions, si tu la poses pas, tu vas maintenir le doute à l'intérieur de ta tête, et en soi, mauvaise compréhension parce que doute. Donc, faut pas hésiter à les poser, ces questions. Hein. Ce contexte-là, ça veut dire qu'on est en train de trader dans le time frame du T supérieur. Pardon, c'est qu'on est en train de trader à l'intérieur des bornes de l'UT supérieur. Donc, qu'avant de trader quoi que ce soit sur ce range, je suis obligé d'aller voir en hebdomadaire aussi. Bon, là, je te le dis direct, moi je les vois les contextes. Mais en hebdo, tu n'as juste pas assez d'historique. Donc là, point barre. On reste bien sur le range daily. C'est le time frame sur lequel on doit produire notre analyse. Notre analyse ici, c'est quoi? Donc, ici, est-ce que je suis bien dans un range? Ouais, j'ai la moyenne à l'intérieur des contextes, mais la moyenne, elle est ascendante et elle est plus proche du contexte de support. Là, on est d'accord? Ça n'invalide pas notre biais de range, mais est-ce que ça ressemble à nos ranges habituels, ça? Non, d'habitude, la moyenne, elle est bien collée au milieu, elle est proche de la médiane. Donc là, est-ce que vous voyez que ça réagit pas tout à fait pareil qu'un range habituel? La moyenne, elle est quand même vachement située dans le bas du range. Mais c'est un range.
Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on a en face de nous. Attends. Chaque chose en son temps. Donc là, ce qu'on a fait par rapport à tout à l'heure, c'est, première des choses, identifier le time frame de référence en utilisant les deux règles de base qui doivent filtrer les time frames bruyants pour te positionner sur le bon time frame. Ok. Ensuite, dans un range, qu'est-ce qu'on regarde? Donc comme je vous ai dit, on regarde la moyenne, les contextes, et est-ce qu'on a eu une tendance? Oui. Est-ce qu'on a retourné le contexte? Oui. Donc, est-ce qu'il y a une troisième borne? Oui. La question c'est, est-ce qu'elle s'est déjà produite? Oui ou non? On est en plein dedans. Voilà. On est en train de gérer actuellement la zone spéculative de troisième borne. Et c'est tout ce que je vous demande de produire. En soi, est-ce que vous allez la trader, pas la trader, etc. C'est important au début parce que ça vous permet de formaliser votre procédé de trading. Au lieu d'essayer d'interpréter toute cette merde, vous allez juste regarder les signaux techniques, le positionnement dans le contexte. Bref, vous arrêtez de réfléchir bêtement à ça va aller où ensuite, mais vous comprenez qu'on est sur une zone où regarder vos signaux, c'est important. Ok? Tous les signaux, les autres trucs, ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. On s'en fout. Dans un range, les signaux, si vous les regardez, vous allez devenir fou. Dans un range, la seule chose qu'on regarde, c'est la zone de la troisième borne. Et quand on est dedans, on regarde ces signaux. Et on regarde si ça remplit le range tendanciel. Donc, à l'intérieur des contextes, minimum Fibo 61 et des signaux tendanciels. Ou bien, est-ce qu'on trade au-dessus du contexte avec des signaux neutres, peu importe les signaux dans ce cas-là? Est-ce qu'on a des cassures de cycle? Toutes ces informations, on les récolte. On agglomère tout ça et on mesure le risque. Est-ce que le risque est élevé? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est neutre? Etc. Les Fibos, ils y sont, hein, c'est juste que vous ne les voyez pas. Le 76 est là, le 61 est là. Donc là, quelles sont les conditions que vous pourriez remplir? Ah non, mais pour le range, c'est easy. C'est est-ce que c'est un signal rouge ou est-ce que c'est un signal gris? Terminé. Je vous ai mis un code couleur. Vous n'avez pas besoin d'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire bear? Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça, on le voit plus tard, en tendance. À la base, pour vous, il y a deux types de signaux. Les signaux tendanciels et les signaux neutres. Il manque price OK pour un range neutre. Oula, alors là, il y a beaucoup de mauvaises interprétations. Le prends pas mal, hein, encore une fois, je vous tape pas dessus. Moi, je me souviens pas des trucs que vous allez dire. Mais c'est hyper important parce que quand il y a une mauvaise compréhension, je préfère le voir et recadrer tout ça en direct que de vous laisser dans une mauvaise interprétation derrière. Ah oui, bah, il y est le price OK, mais il est caché dans le contexte. Donc si tu l'as pas vu, c'est pas grave. Ça, c'est juste que c'est mal foutu, mais bon, enfin, c'est TradingView, quoi. Je me démerde un peu comme je peux. C'est pas grave. Ok, mais dans ce cas-là, c'était pas une erreur. Ok, c'était pas une erreur ton truc. Donc, on va faire la mesure du risque. Donc, comme on l'a dit, ici, on a plusieurs options. D'accord? On a donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette zone de troisième borne? Soit ça va produire une troisième borne vendeuse, soit ça va produire une troisième borne, putain, neutre. Punaise! Enculé. Soit ça va produire autre chose. Soit une troisième borne en retard, d'accord? Soit un squeeze. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout trader la zone, on va juste passer à travers. Donc en soi, on a 4 options. Et une dernière qui est le chaos. Parce que n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vos règles, elles ont toujours 20% d'échec. Quoi qu'il arrive. Ça marche? Donc, on va les exploiter dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va chercher la plus agressive et on va essayer en fait de se positionner par défaut.
D'accord? Dans le raisonnement, c'est vraiment comme ça que vous devez faire. Donc, quelle est la première des règles que vous pouvez respecter dans un range? Est-ce que c'est le range neutre ou est-ce que c'est le range tendanciel? Mais non. Pourquoi le range neutre? Le premier que vous allez respecter, c'est le tendanciel. C'est celui qui a le plus de chances de se valider en premier. Parce que dans le range tendanciel, vous pouvez trader à partir de 61% et à l'intérieur du contexte. Alors que le range tendanciel, c'est au-dessus et 76. Donc les conditions du range tendanciel sont plus faciles à remplir que l'autre. Ok? Donc c'est celui-là qu'on cherche à analyser en premier. Donc est-ce qu'on est à l'intérieur du contexte? Oui. Est-ce qu'on a fait Fibo 61? Oui. D'accord? Et est-ce qu'on a un signal de tendance? Non. Mais on a des signaux neutres et on a quand même une cassure de cycle qui est quand même, voilà, un truc à noter. Donc ici, théoriquement, est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, valider les signaux du range tendanciel? Oui, mais il manque un signal pour vraiment confirmer ça. Ça marche? Ok. Bon ben, moi, si vous arrivez à faire ça, tout va bien. Ça veut dire que si là, Atom, il revient me chercher le canal de tendance, d'accord? Je vous rappelle, la troisième borne de range, elle aura une nature. Soit elle va être baissière, soit elle va être neutre, soit elle va être complètement squeezée. Mais elle est potentielle tant qu'elle n'a pas été validée. Validée égale, je retouche le canal de tendance. Donc pour moi, si Atom, ici, il se replie et qu'il retouche le canal de tendance, le risque est baissier. C'est-à-dire que Atom, à terme, casse le plus bas précédent. Ok ? Ça, c'est juste utilisation des règles. Il n'y a pas de force des signaux. Pour vous, c'est simple. C'est pour utiliser la stratégie de range tendanciel, vous devez avoir un signal rouge pour un range vendeur, bleu pour un range acheteur. Si c'est des signaux gris, ça veut dire c'est pas tout à fait ça. Et en fait, au début, je ne veux pas que vous alliez plus loin. La nature des signaux, la force des signaux, ce qu'ils traduisent du momentum, tout ça, je vous l'apprends plus tard, au fur et à mesure de la formation. Mais au début, concentrez-vous sur la base. Écartez le chaos et arrêtez de chercher à comprendre. Vous comprendrez plus tard, petit à petit. Quand on va ajouter des pierres à l'édifice, c'est là que la maison va se construire. Mais d'abord, des bonnes fondations, s'il vous plaît. Ok, donc là, on a l'histoire. Pour l'instant, c'est potentiellement un range vendeur. Si ça se retourne ici, en tout cas, voilà. Mais pour l'instant, vous n'avez ni triangle de confirmation, ni signal de tendance. Donc, il y a un risque de range vendeur, mais il n'est pas confirmé. Et puis c'est tout. Donc pour l'instant, ce qu'on surveille sur Atom, c'est les potentiels signaux de vente qui pourraient émerger et qui pourraient dans ce cas-là traduire d'une volonté baissière de ce marché. Sinon, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que dans le cas de figure dans lequel on est, okay, le marché peut venir déborder le contexte et dans ce cas-là produire un range neutre? Oui, c'est possible. Dans ce cas-là, la seule option, ce sera un rejet en double top. Parce qu'ici, il va falloir échouer sur l'ancien sommet historique et ne pas réussir à décaler les prix à la hausse. Ok? Ça marche. Mais le double top, c'est quand même très compliqué. Normalement, je vous interdis de trader les double tops. La zone dans laquelle vous devez travailler votre vente, d'accord, c'est la zone des Fibo, c'est-à-dire normalement, vous devez travailler à l'intérieur de cette zone-là. C'est-à-dire que si vous êtes en ATH, je ne veux pas que vous vendiez les double tops. Le double top ne fait pas partie des prix que vous pouvez vendre. Okay, si le marché vient retaper l'ancien sommet, vous ne cherchez plus de troisième borne. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas rejeter en double top. Ça veut juste dire que je ne veux pas que vous tradiez ces conditions-là. Parce que je n'ai pas de statistiques fiables sur l'utilisation dans ces contextes-là. C'est trop aléatoire ce qui se passe dans les double tops. Parce qu'il y a quasiment 50% du temps où ça passe, enfin même plus de 50% du temps où ça passe. Donc c'est pas une gestion du risque qui est gagnante. Donc on le fait pas, c'est tout. Le but dans le trading, c'est pas d'avoir raison. Donc les cas de figure où ça rejettera en double top, eh ben c'est pas grave. Vous ne tradez pas ces troisième bornes, et point c'est tout.
Et vous gérerez le risque plus tard si vous étiez à l'achat. Mais ça, on le verra pour le suivi en tendance. OK? Donc double top, je ne veux pas vous voir vous positionner sur des doubles tops. Donc ici, c'est pas possible. Le range neutre, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, vous ne pourrez pas le trader. D'accord? Et si jamais ça rejette en double top, eh ben on est dans des cas de figure rares, on est dans les 20% de cas de marché que malheureusement la stratégie ne peut pas cadrer. Et c'est pas grave. Ok? Vous n'êtes pas là pour cadrer 100% des marchés. Déjà, on a trouvé le bon time frame de référence et on est en train de regarder quelles sont les possibilités qui sont viables et quelles sont celles qui ne le sont pas. Pour une troisième borne en retard, est-ce que c'est toujours possible? Non. On est d'accord, on a déjà atteint les contextes, etc. On a déjà retracé 61, donc pas possible. OK? De squeezer. Oui, c'est toujours possible. OK. Et le dernier, autre cas de figure, on l'a dit, ça, de toute façon, c'est toujours possible. Mais on n'en tient pas compte. D'accord? Donc nous, en fait, ça nous laisse plus que deux options. Soit on squeeze, soit on a une troisième borne vendeuse. Bah super. Si vous arrivez à comprendre ça, que à partir de maintenant, sur Atom, tout dépend des signaux, ben voilà, je ne vous demande pas plus que ça. À votre niveau aujourd'hui de blanc et de vert, je ne veux pas que vous alliez plus loin que ça. Le reste, ça ne sert à rien. Si vous arrivez à trouver le time frame de référence, savoir qu'on est dans la zone spéculative et que ce que vous devez regarder, c'est les signaux de tendance, putain, mais vous êtes déjà bien meilleur que la plupart des gogoles que je croise des fois et qui sont dans le marché depuis 10 ans, hein, mais qui n'ont aucune stratégie, qui font que changer tous les 4 matins ou qui ont des stratégies de merde. Le range neutre, il n'est pas invalidé, mais tu ne pourras pas le trader, parce que la seule façon avec laquelle il pourrait se valider serait de déborder le contexte. Alors, si ce que tu as pensé, c'est de dire oui, mais le contexte va baisser dans le temps, et peut-être que plus tard, on viendra déborder le contexte, si c'est ça que tu as pensé, je suis d'accord également. Mais là, on fait l'analyse maintenant. On est dans la zone de troisième borne, et ici, actuellement, à moins d'attendre pour que le contexte évolue, on ne peut pas prendre en compte le range neutre, parce qu'il nous amènerait sur le double top. Ça marche? Alors, qui est arrivé à cette conclusion? Enfin, qui pense avoir été capable d'arriver à cette conclusion tout seul? Bon, mais toi, tu dois être tout nouveau, Kickback. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ton pseudo. C'est ta première live room? Non. Mais c'est la première fois que tu parles, donc c'est bien. Ok, bon, pour une première live room, c'est normal que vous nagiez complet. Hein, donc il n'y a pas de souci, c'est normal. Il y a quand même des règles à apprendre. Comme je te dis, elles ne sont pas hyper nombreuses. Mais ce qui est surtout important, c'est au-delà d'apprendre ces règles, il faut apprendre à les utiliser dans un bon ordre. Surtout pas les mélanger dans votre tête. Donc, ce que vous devez absolument retenir de l'émission d'aujourd'hui, c'est ne vous plantez pas, s'il vous plaît, sur les deux règles principales d'un range. Si vous ne voyez pas un petit bout de tendance avant, ça ne sert à rien d'essayer de donner du sens à tout ce qui se passera dans ce range-là. Ne cherchez pas. Vous pouvez compter les bornes, mais ne cherchez pas à exploiter, ni même à regarder les signaux dans ces zones-là, ça n'a aucun intérêt. Vérifiez toujours l'UT supérieur, parce que la plupart du temps, vous êtes aussi dans un range de l'UT supérieur, et dans ce cas-là, le range inférieur, si vous tradez sur ce time frame-là, vous allez juste avoir des signaux plus agressifs. Et au début, je ne veux pas que vous soyez agressif. Je vous apprendrai éventuellement à le devenir après, mais ça, c'est plus loin dans la formation. À la base, ce que je veux que vous soyez capable de faire, c'est d'apprendre et de respecter des règles sans les remettre en question. Et rien que ça, vous allez voir que c'est long. Non, non, le canal que j'ai tracé là avec la fourchette, c'est parce que je vous l'ai dit, je veux de plus en plus essayer d'utiliser les outils manuels.
pour ceux qui n'ont pas les indicateurs. Pour qu'il y ait quand même une parallèle. Les outils, ça aide, mais je ne veux pas que ce soit obligatoire, etc. Donc il faut quand même que je produise un peu de contenu pour les autres. Voilà. Non, alors, on ne fait pas d'analyse de l'atome. D'accord, quand on fait des travaux pratiques, on prend un cas de figure et on regarde que le graphique. On n'extrapole pas, on ne cherche pas à voir plus loin que ci, que ça, que ça. Donc, si je schématise tout ce qu'on a fait, je refais tout le processus de A à Z, ok ? On a commencé en 4 heures, je ne sais pas pourquoi, mais on a commencé en 4 heures. Bon, en 4 heures, on a vu que la moyenne, elle était au milieu des contextes, proche de la médiane, donc pas possible que ce soit une tendance. On essaye de vérifier si on peut utiliser nos boîtes de type range. Donc, on regarde si c'est précédé d'une tendance, ok, c'est bon, et on va vite fait sur l'UT supérieur pour s'assurer qu'on n'est pas dans un range ici. Ah, merde, on vient de passer de contexte à contexte, donc on est en range. La moyenne a été tendancielle avant, donc c'est ici que je peux appliquer ma stratégie de range. Et ici, la troisième borne va arriver, si elle n'est pas déjà en place, d'accord ? Mais ici, la troisième borne de ce range, elle est importante. C'est là que va se gérer le risque de ce range. Et dans un range, il y a deux options. Soit le marché va sortir du range, soit le marché va neutraliser le range ou produire un range vendeur. Bref, il va y avoir une gestion du risque. Et ça veut donc dire que c'est bien en daily qu'il faut regarder vos signaux. On est en plein dans la troisième borne, et comme on l'a vu, il n'y a que l'option vendeuse qui est pour l'instant possible. Ou le squeeze, autrement dit ici, le risque qu'on doit gérer, c'est soit on va faire un plus bas sur Atom, soit on va passer à travers. Et en attendant, qu'est-ce qu'on regarde ? Les signaux. Quelle est la prochaine étape de mise à jour? C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas un signal vendeur, le risque reste existant, parce qu'on a quand même pas mal de faisceaux de présomption qui nous alertent d'un risque vendeur, mais il manque le signal pour le confirmer. Donc, en attendant, on ne fait rien. Et on met son alerte sur le canal de tendance. Parce que cette troisième borne, si elle vient toucher le canal de tendance, elle sera validée. Et à ce moment-là, on pourra se dire « Oh putain, le marché est peut-être bien vendeur, puisqu'il a rejeté à l'intérieur du contexte. » Et là, ça pue. D'accord ? Tout le reste, c'est soit des trucs que vous ne pouvez pas exploiter tout de suite et qu'on exploitera plus tard, mais par rapport au set de règles que vous devez connaître à votre niveau, j'ai utilisé tout ce que vous pouvez utiliser là. Les règles de positionnement du bon time frame, la recherche de la zone spéculative, la lecture des signaux et les étapes de maturité de votre range qui sont là, vous avez une troisième borne potentielle et vous ne savez pas ce que ça va donner tant qu'elle ne sera pas validée. Donc la prochaine étape ici, c'est validation. Ok ? Maintenant, quelle est l'invalidation d'une troisième borne? Quelle qu'elle soit, qu'elle soit vendeuse, etc. Ça, c'est pareil, c'est dans le PDF et ça fait partie des bases que vous devez connaître. Alors, pour ceux qui débutent, c'est normal que ça, vous ne le sachiez pas encore, mais il faudra le savoir après. Donc, on l'a dit, validation d'une troisième borne, c'est retour au canal de tendance opposé. Quelle est l'invalidation? Voilà, l'accélération à travers le canal de tendance dans le sens opposé. Est-ce que ça vous va comme accélération dans le canal de tendance? Donc, pour l'instant, là, pour un mec qui voudrait vendre Atom, il faut avoir le cœur bien accroché quand même, parce que là, on leur a bien démonté le canal de tendance. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas retourner le prix quand même. Voilà. OK? Donc, on fait attention, on surveille, et si on a un biais acheteur sur ce marché, les trucs qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'on arrive à tenir les clôtures au-dessus du canal de tendance? Ça, ce sera un signe que ça n'intéresse pas les vendeurs, et que dans ce cas-là, on augmente les probabilités de squeezer la troisième borne et donc de déborder l'ancienne ATH. Ça marche? Ça, c'est de la gestion du risque, de choses que vous pouvez, objectivement parlant, mesurer parce que ça fait partie des règles de la stratégie. Okay? Ce n'est pas une interprétation libre de ce qui va se passer. Vous avez des éléments clairs qui vous permettent d'orienter les probabilités dans un sens ou dans l'autre.
Mais à l'heure actuelle, vous n'avez pas assez d'informations pour statuer. Donc les deux probabilités, squeeze et troisième borne vendeuse, sont équipotentielles. Et n'oubliez pas qu'il nous reste aussi les 20% de chaos, c'est-à-dire qu'il se produira n'importe quoi d'autre. Peut-être un triangle hyper symétrique, peut-être autre chose, peut-être du bruit, mais il y a toujours 20% de merde qui peuvent se produire au milieu de ce bordel. Ok? Mais oui, t'as tout compris. Tu surveilles les clôtures daily et normalement les clôtures qui t'intéressent sont les clôtures du canal de tendance. Donc théoriquement, Atom, il faut regarder une fois par semaine. C'est les clôtures hebdomadaires qui t'importent, mais les clôtures daily te proposent aussi un truc intéressant. Parce que tant qu'on clôture en daily au-dessus du canal de tendance, bah c'est que c'est plutôt pas mal. Donc faisons l'analyse maintenant, je remets les bougies. D'accord, je zoome bien. Hop. Alors on le voit très peu notre canal de tendance, il faudrait que j'arrive à le remettre un petit peu plus visible. Putain, il est où? Attends, je vais juste cacher les prix. Ah oui, bah il était sur le contexte du super, c'est pour ça que je ne le vois pas. Donc notre canal de tendance, il est là. Est-ce qu'on a réussi à clôturer au-dessus? Oui, 2 fois. Le nouveau canal de tendance, qui a démarré lundi, pour l'instant, on n'a pas clôturé au-dessus. On a mis des mèches, mais on ne tient pas encore les clôtures. Ok? C'est tout ce que vous pouvez faire. Ça, vous pouvez réellement l'interpréter parce que ça fait partie des règles que vous avez le droit d'utiliser. Ça vous permet d'orienter un petit peu le risque. Mais ça ne vous permet pas d'agir. Parce que là, pour agir, c'est-à-dire vendre vos atomes, il faut un signal de tendance que vous n'avez pas. Est-ce qu'il y a des risques baissiers? Oui, il y en a. Mais pour l'instant, ils ne se manifestent pas sur les prix. Ah oui, oui, toutes les clôtures hebdomadaires sont intéressantes sur Atom. Parce que pour moi, tant qu'elles restent haussières, et tant qu'on clôture la semaine, si tu veux, moi ce qui m'intéresse, c'est la bougie de clôture, surtout la dernière. Si au sein de la semaine, on tient des clôtures daily au-dessus du canal de tendance, c'est déjà bon signe. Mais si en plus, on clôture la semaine au-dessus du canal de tendance, c'est encore mieux. Donc pour moi, la semaine dernière, on a clôturé ici, c'est hyper bon signe. Et si on fait la même chose cette semaine, c'est-à-dire si cette semaine, Atom, dimanche soir, il arrive à clôturer au-dessus de 26,35, c'est qu'on continue de racler du bear petit à petit. Enfin, racler du bear, je veux dire, c'est pas que c'est bullish, mais ça continue d'imprimer des sentiments plutôt haussiers, alors qu'on est dans une zone où on devrait voir des baisses. Ça ne présage pas forcément de quelque chose, mais ce sont des signaux précurseurs d'invalidation de la potentielle troisième borne vendeuse. Et ça, c'est concret, ça fait partie de vos règles. Ça veut dire que la troisième borne, elle est plutôt en train d'essayer de s'orienter vers une invalidation, plus qu'une validation. Mais tant que c'est entre les deux, c'est de la mesure du risque. Donc c'est Schrödinger. Les deux options sont équipotentielles, mais pour décider de vous positionner sur l'une des options plus que sur l'autre, il vous faut des signaux. Ça marche? Exactement. Autrement dit, en ce moment, malheureusement, il n'y a pas assez d'informations pour se positionner dans un camp plus que dans l'autre, donc on observe les clôtures. Et c'est tout ce que je veux que vous fassiez. Je ne veux pas que vous me forciez le trading des troisièmes bornes parce que vous avez envie de trader. Les troisièmes bornes, ce que je veux que vous soyez capable de faire dessus, c'est de mesurer le risque, pas forcément de les trader. Quand vous en voyez que vous pouvez trader, putain, oui, il faut y aller. Et il ne faut pas hésiter. Mais il ne faut pas me forcer des troisièmes qui n'existent pas. Alors, j'irai pas plus loin dans l'analyse d'Atom, mais il y a tout un tas de facteurs qu'on peut utiliser derrière, mais qui sont des facteurs que j'apprends plus aux expérimentés et que je supprimerai du coup des vidéos de la troisième borne, qui sont, si on veut trader une troisième borne vendeuse, il faut effectivement étudier la nature de la deuxième borne. Tout ça, c'était dans la vidéo de la troisième borne actuelle, que je vais enlever parce que c'est un niveau de détail qui vous a surtout noyé dans l'information et au lieu de vous aider, ça vous a noyé. Donc je vais retirer tout ce contenu-là et je le mettrai probablement plus loin dans la formation. C'était trop prématuré et ça vous a embrouillé plus qu'autre chose. Ok ? Donc vous, pour traiter les troisièmes bornes vendeuses, vous me cherchez juste les signaux, vous n'êtes pas obligé de m'analyser la force relative des deuxièmes bornes, etc. Mais bon, là, ce qu'on voit, c'est que la deuxième borne, elle clôture effectivement un peu en bas, mais que le point bas, lui, il est à l'intérieur de la borne de contexte. Donc, niveau range vendeur, les prérequis ne sont pas vraiment là. Il y a un autre truc que vous avez carrément, enfin, qui doit orienter la gestion du risque, mais dans un biais tendanciel,
c'est le positionnement de la moyenne, quoi. La moyenne qui est tout en bas du contexte, ça devrait vous montrer que c'est plus haussier que baissier par rapport au prix historique. Donc là, pour moi, il y a plein d'éléments techniques qui plaident pas du tout en faveur d'un range vendeur. Donc en plus de ce qu'on a vu, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de signaux, etc. et tout, ça m'invite à penser que la plupart des opérateurs ne sont pas bullish sur cette zone. C'est pas maintenant qu'il faut acheter. Mais personne n'est baissier. Faudrait être fumé pour vendre des atomes maintenant, en fait. Mis à part une petite gestion du risque ou une repondération de portefeuille, ou etc. Petit clin d'œil à tu sais qui. Mais mis à part ça, nada. Ok. Il n'y a pas besoin de faire une gestion du risque sur Atom. Ou un tout petit TP, 10%, mais pas plus. Mais les informations qui vous permettent de faire ça, d'accord, c'est des informations un peu plus avancées. Moi, je ne veux pas nécessairement que vous commenciez à m'utiliser le positionnement de la moyenne et la force relative des deuxièmes bornes. J'aimerais vraiment que pour des niveaux blancs et verts, vous soyez capable de produire l'analyse qu'on a fait et arriver à cette conclusion, que vous regardez les clôtures daily et que la seule chose qui vous intéresse, c'est est-ce qu'on clôture au-dessus du canal de tendance ou non. Regardez les clôtures hebdomadaires et en attendant, vous surveillez les signaux. Ok. Et l'autre truc que vous attendez, c'est tant qu'il n'y a pas de signaux et tant qu'on continue pas, et tant qu'on ne fait pas de clôture au-dessus des contextes, enfin au-dessus du canal de tendance, il n'y a rien qui vous intéresse. Le prochain truc qui vous intéresse, c'est est-ce que les prix vont valider la troisième borne en venant retaper ce canal de tendance. Et tout le reste, on s'en fout. Et là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris une structure chaotique, vous avez identifié le time frame de référence, vous avez produit une analyse et vous avez construit une stratégie. Et le reste, soit c'est les 20% de chaos, soit ça va vous donner des signaux qui vont orienter votre gestion du risque dans un sens ou dans l'autre. Mais là, maintenant, à l'instant présent, est-ce qu'il y a une action à réaliser sur Atom? Non. Est-ce qu'il faut regarder? Oui. Attentivement. Mais il ne faut pas regarder les bougies 15 minutes. Il faut regarder une fois par jour les clôtures. Pas la bougie en cours, la bougie précédente. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, la bougie en cours, elle a cassé le plus haut de la journée précédente et pour l'instant, elle tient toujours le point bas. Donc, en cours, la bougie, pour l'instant, elle n'est pas trop mal. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa clôture ce soir. Et la seule réponse qu'on veut, c'est est-ce que ça va générer un signal de tendance clôturé ou est-ce que ça va clôturer au-dessus du canal de tendance? Tout le reste, on s'en fout. Si la bougie, elle fait ni l'un ni l'autre, on s'en branle. Et on attendra demain. Et puis demain, et puis demain, et puis demain. La clôture hebdomadaire sera intéressante, mais c'est tout. Tout le reste, laissez-le à ceux que ça intéresse. S'il y en a qui veulent donner du sens à ce bordel, soit ils le font sur des time frames largement inférieurs, soit ils font de la merde. Laissez-les faire de la merde. C'est pas votre job à vous. Alors, Columbus, si on parle de grosses sommes, d'accord, de très grosses sommes, on en discute en privé, mais c'est tout, d'accord, voilà. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Oh putain, oui, il faut que je m'occupe de mes anglais. Je bloque là, donc on s'arrête. De toute façon, ça fait 1 heure, donc on est bon. À la semaine prochaine. Non, on ne déborde pas sur les contextes, etc., etc. Voilà. À la semaine prochaine.